le plaisir de vous présenter notre conférencier de ce soir. Alors, il est comptable professionnel agréé et associé au sein de la société comptable Mallette, qui est l'une, évidemment, des leaders au Québec en matière de fiscalité. Il est négociateur de règlement auprès des autorités fiscales dans des processus d'opposition, dont certainement des propriétaires immobiliers. Il rédige des opinions de nature fiscale et fait, évidemment, de la planification, notamment dans le cadre de transactions. Accueillons Guy Chabot. Merci, Hans. Alors, je comprends que plusieurs personnes avec qui j'aime négocier se retrouvent dans un hôtel actuellement en train d'attendre que la conférence commence, c'est ça? Donc, écoutez, ça me fait plaisir d'être ici avec vous, de représenter Mallette. Mallette qui est un nouveau partenaire avec les Corpic. C'est un extrême grand plaisir d'être ici, donc, pour vous parler de la fiscalité. Alors, dans le domaine immobilier, dans le fond, on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'il y a des enjeux de nature fiscale dans le domaine immobilier? On peut résumer la situation en disant, bien, c'est facile, finalement, je fais mes revenus, je fais mes dépenses, ça me donne ce sur quoi je m'impose. C'est un peu réducteur de penser qu'il y a juste ça. Je pense qu'il y a d'autres éléments. On va essayer, dans le cadre de la soirée, d'en voir certains, de vous donner peut-être des idées que vous avez peut-être déjà mis en place, en application, ou d'autres que vous allez peut-être dire, ouais, c'est peut-être intéressant. Et si on peut sauver un peu d'impôts, bien, pourquoi pas. La table de matière, je la passe rapidement. Juste un point aussi, Hans vous a dit que la conférence va se retrouver sur le site Internet de la Corpic. Donc, les slides que vous avez devant vous, vous allez pouvoir les retracer. La première partie, dans le fond, de la conférence, je vais essayer de passer un petit peu rapidement là-dessus. Ça concerne, dans le fond, une énumération, finalement, des dépenses, certains commentaires sur les dépenses déductibles qu'on peut réclamer contre un revenu de loyer et certaines dépenses qui ne sont pas déductibles. Donc, quelques commentaires. Pour certains parmi vous, vous allez dire, bien, ça dérange quoi? Dans le fond, je donne ça à mon comptable, c'est lui qui calcule ça. Mais il y a peut-être des éléments que ça va vous faire penser à différents aspects en traitant tantôt. La partie sur laquelle je pense que je vais attirer plus votre attention, c'est la partie questions fréquemment posées. Alors, au cours des années, évidemment, j'en reçois des gens, des gens me consultent pour regarder différents aspects au niveau immobilier, au niveau du transfert à d'autres personnes, transfert à la famille, du vivant ou au décès, des possibilités de transférer à des valeurs différentes de la valeur marchande. Donc, il y a plusieurs interrogations que les gens ont et j'ai regroupé ça dans la section questions fréquemment posées, où on va parler donc des incidences au décès, des incidences d'un don, des incidences d'une vente à un prix inférieur à la JVM, donc la juste valeur marchande, ainsi que les règles d'attribution. Il y a peut-être des éléments dans les règles d'attribution que vous allez voir tout à l'heure qui sont intéressants en matière de planification fiscale. Dans les sujets d'intérêt, on va parler aussi de la déductibilité des intérêts et de certaines stratégies fiscales avantageuses que peut-être que vous avez mis en place, peut-être pas, et il n'est pas trop tard pour le faire. Et on va terminer avec l'expectative raisonnable de profit, quelques mots sur ce sujet-là. Je n'ai pas la facilité de Louis-José Hood de faire des blagues, donc mes blagues, je les écris au tableau. Alors, on va commencer par une première. Des fois, ils ne sont pas pires, des fois, bien, la réaction est... Alors, vous voyez, ce n'est pas moi qui parle, là, c'est une personne qui se dit « C'est au moment de payer ses impôts qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de s'offrir l'argent que l'on gagne. » Bon, alors, vous voyez comment je ne peux pas être drôle, là, vous le voyez. Bon, enfin. Alors, allons-y avec le premier sujet, dépenses de nature courante ou dépenses de nature capitale. Donc, c'est un item lorsque vous avez une révision fiscale, dans le fond, vous avez souvent ce genre de questionnement-là, savoir, bien là, tes dépenses, est-ce que ce sont toutes des dépenses déductibles, des dépenses courantes, ou s'il n'y en a pas un bout qu'on pourrait dire, ce sont des dépenses capitalisables au coût du bien que vous avez, du bâtiment ou du terrain. Ce n'est pas dans la loi qu'on trouve la réponse. Ce n'est pas dans la loi qu'on va ouvrir la loi et on va dire « Ah, ça, c'est une dépense courante, ça, c'est une dépense de nature capitale. » À preuve, si par exemple, vous avez un locataire récalcitrant, puis lorsqu'il quitte, il vous défonce 3-4 portes, vous changez les 3-4 portes, c'est de l'entretien et réparation. D'un matin, vous construisez un immeuble, puis vous mettez des portes dans votre édifice, ça va être des portes qui vont être capitalisées au coût de l'édifice. Alors, entre ces deux extrêmes-là, il y a toute une zone, dans le fond, d'interprétation, et souvent, les litiges avec le fisc, ça porte autour de ça. Est-ce que, par les années passées, tu avais 5 000 de dépenses d'entretien et réparation? Cette année, tu arrives avec 75 000 de dépenses d'entretien et réparation. Est-ce que ce sont toutes les dépenses d'entretien et réparation? Il y a peut-être un bout qui est capitalisable. Donc, ce n'est pas dans la loi qu'on trouve ça, c'est dans la jurisprudence, c'est dans l'interprétation. Je vais vous donner quelques éléments de réflexion, quelques éléments qui aident à distinguer l'un de l'autre.
mais je ne vous dis pas que c'est tout le temps tranché au couteau. Des fois, on est dans une zone grise, puis il faut interpréter. Donc, de façon générale, lors de l'acquisition d'un immeuble, les éléments qui sont capitalisables, alors ça, cette partie-là, c'est indéniable. On ne se pose pas la question. La taxe de bienvenue, donc les droits de mutation, ainsi que les frais juridiques, notaires, avocats, qui sont reliés à l'acquisition de l'immeuble, ça, on ne se pose pas la question, on capitalise. Okay? On ne passe pas ça à la dépense, on capitalise ces frais-là. La distinction, donc, entre courante et capitale, une dépense de nature courante va comporter des critères. Alors, si on suit cette recette-là, c'est le point de départ, dans le fond, de réclamer une dépense courante. Le premier élément, la dépense est engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Ça, c'est le premier critère important, en vue de tirer un revenu. Alors, ce sont ces dépenses-là qu'on réclame à l'impôt. Ensuite, la dépense n'est pas une dépense de nature capitale. Donc, si elle tombe dans l'autre catégorie, je ne peux pas la déduire comme une dépense courante. Et enfin, la dépense est raisonnable dans les circonstances. Il y a toujours cet aspect-là. Il y a une disposition de la loi qui dit, bien, les dépenses que tu réclames, il faut qu'elles soient raisonnables. Les dépenses courantes, donc la notion d'expectative de profit, ça, c'est un élément que plusieurs contribuables se sont fait attaquer, c'est peut-être un gros mot, mais se sont fait questionner par le fisc concernant la notion d'expectative raisonnable de profit. Ça fait plusieurs années que je fais des pertes avec mon immeuble. Le cotiseur, il arrive et il dit « Voyons, tu n'as pas d'espérance de faire du profit, je te coupe tes pertes. » On a vu ça en pratique. Je vais avoir quelques commentaires sur ça tout à l'heure parce que la jurisprudence a fait en sorte que ce critère-là, il est moins, ou il est encore d'actualité dans certains cas, mais dans d'autres, non. Une dépense courante comprend des dépenses qui sont faites de façon régulière, qui ne procurent pas d'avantages durables ou qui ne créent pas d'éléments d'actifs. La preuve, les deux arrêts de jurisprudence que vous avez là, qui ont été entendus en Cour suprême du Canada, Canderel et Toronto College, ont été entendus en Cour suprême du Canada. Et savez-vous, eux autres, c'est quoi la nature du litige? C'est qu'ils ont payé des incitatifs, plusieurs millions de dollars, pour amener des locataires importants dans leur tour. Ils construisaient des tours d'habitation, plusieurs millions de dollars. Donc là, ils voulaient, dans le fond, avoir un certain pourcentage de location pour aller chercher leur financement à long terme, etc. Donc, ils ont payé des paiements incitatifs de loyer. Important. Au point de vue comptable, puis là, mettons, tu signes un locataire sur 10 ans. Au point de vue comptable, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait avec ces frais-là? Ils les ont amortis sur, mettons, 10 ans. Au point de vue fiscal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont passés à la dépense. Ça fait curieux, mais ils sont allés jusqu'en Cour suprême et la Cour suprême a confirmé qu'ils étaient autorisés de le faire. Il y a des raisons derrière ça, il y a toutes sortes d'affaires, mais ce que je vous dis là-dedans, c'est qu'une dépense de nature courante, dans le fond, ce n'est pas nécessairement une dépense qui va être en conformité des principes comptables généralement reconnus. Il peut y avoir d'autres motifs qui peuvent amener une dépense à être déduite. Une dépense de nature capitale, bien, on entend par une dépense de nature capitale des dépenses qui sont effectuées en vue de créer un avantage durable ou un actif. Alors, si j'ai un immeuble et je construis à côté un garage, on comprend que le garage, ça va être une dépense de nature capitale. Je crée un actif. Les critères de distinction, en gros, ce sont les critères de distinction qu'on va utiliser généralement pour distinguer l'un de l'autre. Donc, une dépense sera généralement de nature capitale lorsqu'elle est engagée une fois pour toutes, lorsque ça confère un avantage durable, lorsque ça permet d'acquérir, de créer ou d'ajouter un bien à un bien existant, et lorsque la dépense engagée ne fait pas partie d'un processus habituel des activités courantes. Donc, c'est facile à dire, mais dans la pratique, bien, il s'agit de regarder ces critères-là par opposition aux autres critères qui sont les dépenses de nature courante, où on dit que c'est une dépense qui est récurrente et que c'est une dépense qui fait partie intégrante des activités habituelles de la société. Donc, c'est les deux extrémités. Puis, entre les deux, bien, vous comprendrez très bien qu'on peut se buter des fois à des zones un peu plus grises. Réparation ou amélioration, donc une dépense capitalisable lorsqu'on fait une modification importante, des exemples. On fait une modification importante d'un actif, on augmente la vie ou la durée de vie d'un bien, on améliore sensiblement, on le rend nettement meilleur, le bien. Alors ça, c'est des choses qui ajoutent à la valeur du bien et ça peut devenir des éléments capitalisables. Dépenses courantes d'entretien routinier, des restaurations. L'achat à un prix inférieur, ça, il y a eu des commentaires par rapport à ça. Donc, si vous achetez, par exemple, un immeuble, dans son état normal, il coûterait 200 000, mais il n'est pas dans un état normal parce qu'il faut changer les portes, les châssis, le toit coule. Bon, vous le payez 180 000. Quand vous le payez 180 000, puis après ça, vous les faites vous-même, les réparations. Puis vous mettez le 20 000 qui manque pour le ramener à 200 000. Ce 20 000-là que vous allez faire, là, ça va être vu par les autorités fiscales comme étant des dépenses de nature capitalisables. Okay? Parce que dans le fond, vous rajoutez à la valeur du bien. Vous l'avez payé un prix de faveur parce qu'il était magané, puis vous le réparez, vous le ramenez à son état,
Donc ça, les autorités fiscales interprètent ça comme étant des dépenses de nature capitale. Dans la série de dépenses que je voulais vous mentionner, comme je vous dis, il y en a certains qu'on va passer rapidement parce qu'il y a des évidences. Au niveau des primes d'assurance vie, on peut se poser la question, est-ce qu'une prime d'assurance vie est déductible contre mon revenu de loyer? La réponse est oui, si on respecte ces critères-là. Parce qu'une dépense, dans le fond, engagée pour une prime d'assurance vie, rappelez-vous le critère tantôt, est-ce que c'est une dépense encourue pour gagner du revenu? Bien non, parce que quand je vais décéder, la police, le produit de la police d'assurance vie n'est pas imposable, donc ce n'est pas pour gagner du revenu que je paye ça. Par contre, si je respecte les critères qui sont là, je pourrais déduire la prime d'assurance vie. Je vais la déduire dans la mesure où la police est donnée en garantie de l'emprunt. Cette garantie est exigée par le prêteur. Puis ça, croyez-moi, les autorités fiscales, ils nous le demandent. Quand on déduit des montants, des fois importants, ils nous envoient des lettres puis ils nous disent « Prouvez-nous, dans le fond, que la garantie a été exigée par le prêteur. Prouvez-nous, dans le fond, qu'elle a été donnée en garantie de l'emprunt. » Quant au créancier, qui est une institution financière véritable, bien, une banque, ça va se qualifier. Et aussi, bien évidemment, il faut que les intérêts sur la somme empruntée soient des intérêts déductibles. Ça, c'est les ingrédients pour pouvoir permettre que votre prime d'assurance vie puisse être déductible contre votre revenu de loyer. Et le montant qui va être déductible, bien, c'est le moindre de la prime payée ou le coût annuel de l'assurance pure. Donc, si vous avez une police temporaire qui ne fait que couvrir votre coût de mortalité, bien, ça va être ça. Si vous avez une police, dans le fond, sur laquelle il y a une valeur de rachat, puis vous payez 1 000 $, mais le coût de mortalité, c'est 200, bien, c'est 200, dans le fond, qui va être le montant de la prime déductible. Et évidemment, il faut que le montant soit en proportion du montant de l'emprunt, le montant de la prime. Donc, par exemple, ici, si vous avez une prime d'assurance vie de 2 000 $, vous avez un montant de couverture de 1 million de dollars. Mettons, sur votre emprunt, il y a d'autres garanties qui sont prises par le banquier de 150 000 et vous empruntez 250 000 $. Donc, vous empruntez 250 mais le banquier vous demande une police de 1 million de dollars et vous payez 2 000 pour ça. Alors, combien allez-vous pouvoir déduire au niveau fiscal? Vous allez pouvoir déduire, dans le fond, 250 000 qui est le montant de votre emprunt, sur 1 million qui est la couverture totale, fois le montant de la prime, en assumant que le 2 000 représente l'assurance pure, tout simplement. Donc, vous pourriez déduire 500 $ dans l'exemple qu'il y a là. Dans les dépenses qu'il y a ici, il n'y a pas rien de sorcier. Là, les frais d'assurance, bien évidemment, si vous payez une police d'assurance, mettons pour 3 ans, vous comprendrez que vous allez pouvoir déduire un tiers à chaque année, mettons que si on le répartit équitablement. La publicité, vous passez des annonces pour avoir des locataires, il n'y a pas de trouble. Les assurances aussi. Les intérêts vont comprendre les intérêts imposés par une institution financière. Alors, supposons, par exemple, que vous renégociez votre taux d'emprunt, vous renégociez votre taux d'intérêt ou vous faites un remboursement anticipé puis vous payez un montant. Bien, le montant en question pourra être déductible sur la durée restante du prêt. Donc, ça, c'est une possibilité que vous avez. Les frais d'emprunt. Si, par exemple, vous engagez des frais dans le cadre de votre emprunt, ces frais-là, comme par exemple un frais de garantie de la SCHL, par exemple, qui est un frais directement relié à votre emprunt, bien, ces frais-là sont admissibles comme frais d'emprunt sur 5 ans. On peut les prendre puis les amortir sur 5 ans. Refinancement, attention à l'usage des fonds. Alors, évidemment, ça, c'est un aspect sur lequel il y a des gens qui vont des fois mêler le critère de déduction des intérêts. Une dépense d'intérêt va être déductible si l'emprunt est utilisé en vue de gagner du revenu. Donc, ce n'est pas le bien que je donne en garantie qui fait foi de tout. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si j'ai une résidence personnelle sur laquelle je n'ai pas d'emprunt, elle est claire de dette, puis je veux m'acheter un immeuble, j'emprunte sur ma maison pour acheter un immeuble. Est-ce que les intérêts sont déductibles? La réponse, clairement, oui, parce que c'est de l'intérêt que je paye sur un emprunt qui me sert à gagner du revenu de loyer. Si par ailleurs, puis ça, des gens font mal la distinction. Si vous avez un immeuble à logement, par exemple, que ça fait longtemps que vous l'avez, la dette est baissée, vous avez une belle équité dessus, la valeur marchande a augmenté, vous empruntez sur votre immeuble à logement pour prendre cet argent-là puis aller faire la croisière de vos rêves ou d'acheter votre chalet à Tremblant. Est-ce que les intérêts vont être déductibles? La réponse est non. Alors, mais souvent, les gens ne font pas cette distinction-là. Mais donc, l'intérêt, l'important, c'est de regarder l'utilisation. Puis, croyez-moi, le ministère le demande souvent, l'utilisation de l'argent emprunté. À quoi ça a servi? L'utilisation directe. Entretien, réparation, bien, le formulaire plate à compléter, là, le TP 1086R23. C'est quoi la pénalité? Ça, c'est lorsque vous faites des travaux, puis vous payez quelqu'un, en fait, qui vous fait le travail, puis donc vous devez demander finalement des informations sur cette personne-là. C'est quoi la pénalité qui serait attribuable si vous ne
fournissez pas le TP 1086, c'est 200 $ de pénalité pour ne pas avoir fourni l'information sur le TP 1086. Quelle est la pénalité qui s'appliquerait pour la personne qui vous a rendu le service, qui ne veut pas vous donner son AS ou son adresse, tout ça? C'est 500 $. Donc, c'est un document, dans le fond, qui vient dire au gouvernement, bien, regarde, cette personne-là est venue faire des travaux chez nous, je l'ai payé tel montant, puis je te donne l'information. Est-ce que ça sert? J'imagine qu'il doit s'empiler pas mal de TP 1086 au ministère, mais donc, il y a des pénalités qui seraient rattachées si le ministère vous les demande puis que vous ne les auriez pas produits. Le travail fait par vous-même aussi, en passant, n'est pas déductible. Alors, on ne peut pas calculer, mettons, bien, je fais mes travaux moi-même de réparation, d'entretien et réparation, puis je pense que je vaux 25 $ de l'heure, puis je viens me faire une dépense de ça, oubliez ça. Les frais de gestion et d'administration, évidemment, pour gérer l'entreprise, il n'y a pas de problème. Les dépenses relatives aux véhicules à moteur, des fois, on a des questions par rapport à ça. Alors, est-ce que je peux déduire des frais raisonnables pour utiliser mon automobile pour aller, par exemple, collecter mes loyers? Bien là, vous voyez au tableau, puis ça, c'est pris directement dans le guide, dans le fond, qui traite des revenus de location. Donc, vous avez deux situations. Soit que vous ayez juste un bien locatif. Si vous avez un bien locatif, ils vont vous permettre, dans le fond, de déduire des frais raisonnables. Puis les conditions, c'est vous habitez dans la même région, vous faites vous-même les travaux d'entretien et de réparation, vous transportez des outils et des matériaux, et la perception de loyer, c'est personnel et c'est donc pas déductible. Donc, si vous allez percevoir vos loyers, même si c'est loin de chez vous, vous ne pouvez pas réclamer rien. Par contre, si vous avez un pick-up, puis vous mettez vos outils, puis vos matériaux, vous allez faire vos réparations, vous pourriez réclamer un montant raisonnable dans vos dépenses de loyer. Par contre, si vous avez 2 biens locatifs ou plus, à ces dépenses-là que vous pouvez réclamer, là, à ce moment-là, on pourrait ajouter les frais raisonnables, toujours raisonnables, reliés à la collection des loyers, la supervision des travaux, l'administration des biens, peu importe la région. Donc, c'est un élément à se souvenir. Les frais de bureau, bien évidemment, pas de problème. Nos frais modestes de comptable sont aussi déductibles. Bon. C'est le mot modeste que vous n'avez pas aimé, je pense. Les impôts fonciers, ça va. Salaire, traitement et avantages lorsqu'on paie quelqu'un pour faire les travaux. Les frais de voyage seraient admissibles, mais en excluant les repas et l'hébergement. Les services publics, électricité, chauffage, eau, câble, distribution. La déduction pour amortissement. La question cet après-midi qu'on se posait, est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on ne doit pas en prendre de l'amortissement? Alors, il y a 2 visions par rapport à ça. Vous savez très bien qu'un immeuble, en tout cas, normalement, un immeuble va prendre de la valeur dans le futur. Donc, si vous prenez de l'amortissement, ça veut dire que c'est de l'impôt reporté. Parce que les dépenses d'amortissement que vous allez prendre, le jour où vous allez vendre, mettons, avec un profit votre immeuble, vous allez avoir ce qu'on appelle une récupération d'amortissement. Donc, la question que vous avez à vous poser, est-ce que je prends de l'amortissement, dans le fond, pour me créer une dépense de papier aujourd'hui, réduire mon revenu aujourd'hui, puis en sachant que je vais avoir une dette fiscale plus tard? À ça, certaines personnes vont dire, regarde, moi, si je peux réduire ma facture d'impôt aujourd'hui, c'est aujourd'hui là, que j'ai besoin de cet argent-là pour payer mon hypothèque, payer mon capital, puis peut-être faire d'autres acquisitions. Bon, je vais réduire mes impôts aujourd'hui, puis quand je vendrai, bien, j'aurai l'argent pour payer mes impôts. D'autres vont être mal à l'aise par rapport à ça, puis ils vont dire, moi, je ne prendrai jamais d'amortissement parce que je ne veux pas me créer une dette fiscale. Alors, le seul impôt qu'ils vont vouloir payer lors de la vente, c'est celui sur le gain de capital. Alors, il y a 2 façons de le voir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au niveau de l'amortissement, il y a une règle dans la loi de l'impôt qui vous dit que quand vous avez des biens locatifs de plus de 50 000 bien, vous ne pouvez pas, bien, dans le fond, vous les mettez dans des catégories différentes, là, et vous ne pouvez pas créer des pertes par le biais de l'amortissement sur l'ensemble de vos biens locatifs. Donc, ça veut dire que si vous avez 2 biens locatifs, un de 100 000 puis un de 100 000 le taux d'amortissement, mettons, est 4 Donc, vous pourriez prendre 4 000 d'amortissement là, 4 000 d'amortissement là. Vous faites du revenu de loyer, mettons, pour 10 000 puis, vous avez des dépenses, mettons, pour 9 000 Donc, 10 000 de revenus, 9 000 de dépenses, excluant l'amortissement, ça vous fait 1 000 de profit. Puis là, vous avez un potentiel de 8 000 d'amortissement sur vos immeubles, 4 000 sur un, 4 000 sur l'autre. Vous ne pourriez pas réclamer 8 000 puis venir créer une perte de 7. Le maximum que vous allez pouvoir prendre d'amortissement, c'est le 1 000 en question, okay, sur l'un ou l'autre des immeubles, comme vous voulez. Alors, c'est une règle fiscale. La taxe de bienvenue, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas déductible, c'est capitalisable. Le paiement hypothécaire, le capital que je repaie à la banque, évidemment, sur mon emprunt, ce n'est pas déductible. Pénalité sur impôt, ce n'est pas déductible. La valeur du travail non plus. Et la partie personnelle, évidemment, si vous habitez une partie de la résidence, bien, cette partie-là n'est pas une dépense admissible, bien évidemment.
La taxe de bienvenue, juste peut-être pour vous situer, là, on parle de quoi lorsqu'on parle de taxes ou de droits de mutation qu'on a à payer à la municipalité? Bien, vous le voyez au tableau, entre 0 et 50 000 de valeur, c'est 1,5%. Entre 50 000 et 250 000, c'est 1 et au-dessus de 250 000, c'est 1,5 Ça donne quoi comme résultat concret si vous achetez un immeuble de 500 000 Donc, le premier 50 000 donne 250 pièces. Entre 50 000 et 250 000, ça vous donne 2 000 et l'excédent vous donne 3 700, donc 3 750 pour un total de 6 000 de droits de mutation sur un immeuble de 500 000 Une autre blague. Chaque fois que mon percepteur revenait, je payais un impôt sur le revenu. Non, elle n'est pas meilleure que l'autre. On va en essayer un autre. J'en ai deux consécutives. Le jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les eaux. Hein? Alors, dans les questions fréquemment posées, ce sont des situations qui peuvent vous arriver et pour lesquelles, des fois, on n'a pas nécessairement les réponses immédiates. Donc, réfléchissons là-dessus. Supposons qu'on a un immeuble ou 3 immeubles à logement. Qu'arrive-t-il si je décède? Bien, vous savez, on a de l'impôt à payer sur un gain de capital lorsqu'on a une transaction. Donc, je peux acheter un bien dans l'année 2000, puis tant que je ne le vends pas, bien, le gain de capital s'accumule, puis je ne paye pas mon impôt là-dessus. La dernière chance qu'ils ont de m'attraper, c'est quand? C'est quand je meurs. T'sais, si je ne l'ai pas vendu de mon vivant, bien, ils vont dire au moins, là, au décès, on va présumer que tu l'as vendu à la valeur marchande. Donc, la règle générale, c'est une disposition à la valeur marchande. Par contre, si je laisse mon bien à ma conjointe, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un roulement fiscal. Donc, le bien peut être roulé à la conjointe. On va reporter l'imposition à son décès à elle. Okay? Donc, ça, c'est la règle fiscale qui dit au décès, disposition présumée à la valeur marchande, sauf si je transfère à la conjointe. Donc, si les biens sont légués à d'autres personnes que la conjointe comprend évidemment la conjointe, la personne avec qui je suis marié, les conjoints de fait avec qui on vit maritalement depuis plus de 12 mois, les conjoints du même sexe, c'est aussi des conjoints au sens fiscal du terme. Donc, si je laisse à mon conjoint, ma conjointe, je peux faire un roulement. Si je laisse à d'autres personnes mon bien, enfants, parents, frères, sœurs, bien, à ce moment-là, il y a une facture d'impôt qui va arriver. Parce que là, j'ai une disposition à la valeur marchande. Il va falloir déterminer finalement le gain en capital découlant de cette disposition présumée-là. Bon, il y a une exception pour le conjoint, je l'ai mentionné. Qu'est-ce qui arrive si je fais un don? Oh, une autre blague. J'ai essayé de payer mes impôts avec le sourire, il préfère un chèque. On dirait qu'il s'améliore, c'est pas pire. C'est voulu, dans le fond, c'est comme une progression, là. Donc, si au lieu d'attendre au décès, bien, je dis, je vais essayer de contourner le système, puis je vais le donner, mon bien. Hein? Je vais donner mon bien à mon enfant, par exemple. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est la même chose. Il y a une disposition présumée à la valeur marchande également. Donc, comme vous le voyez au tableau, la loi prévoit, dans le cas d'un don, par exemple à ma fille, bien, la loi prévoit une disposition à la valeur marchande. Le bien qui est donné, il est réputé avoir été disposé à cette valeur marchande-là, et ça pourrait évidemment entraîner pour vous la réalisation d'un gain de capital et peut-être de la récupération d'amortissement si vous avez déjà déprécié votre bien depuis son acquisition. Une vente inférieure à la valeur marchande, et qu'est-ce que M. Twain nous dit? Quelle est la différence entre un taxidermiste et un percepteur? Le taxidermiste ne prend que la peau. Bon, si au lieu de donner le bien, je lui vends à une valeur inférieure, donc je vais essayer encore une fois de me faufiler, je n'attendrai pas au décès pour céder mon bien, je ne donnerai pas de mon vivant parce que je vois que je suis imposé à la valeur marchande, bien, je vais y penser, je vais dire, regarde, si au lieu de le donner, je vais le vendre à une valeur inférieure à la valeur marchande. Pas pire comme idée. Pas tout à fait. Et ça, c'est peut-être le pire des scénarios. Parce que ça, c'est voulu qu'il y ait dans ce contexte-là, si vous cédez un bien à une personne, mettons votre enfant, un bien à une valeur inférieure à la valeur marchande, vous auriez un problème de double imposition. Et ça, c'est voulu, là. Donc, je vais avoir un exemple pour vous montrer, là. Donc, dans le cas d'une transaction entre personnes liées, la loi prévoit une disposition à la valeur marchande. Toutefois, le coût pour l'acquéreur est le même, quel que soit le prix payé pour le bien. C'est là le problème de double imposition. Et on va voir avec un exemple. Donc, supposons ici que j'ai M. Martin qui songe à vendre un de ses immeubles à son fils. Alors, lui, il avait payé son terrain, terrain bâtisse, 200 000 50 pour le terrain, 150 pour la bâtisse, donc 200 000 qu'il a payé.
La FNAC, alors la fraction non amortie du coût en capital, donc la valeur dépréciée là, après l'amortissement, c'est de 80 000 Ça veut dire qu'il a pris 70 000 d'amortissement depuis qu'il possède le bien. La valeur marchande de l'immeuble, c'est 400 000 aujourd'hui, puis il dit, si je te le vends à 400 000, un, on va payer beaucoup d'impôts, puis deux, bien, je t'aime bien. Fait qu'on va essayer de se faire un prix qui va être convenable, mettons 250 000. Fait qu'on part avec ça. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, si la transaction est revue par l'impôt, puis que l'impôt dit non, non, ce n'est pas 250 000, c'est 400 000 ça valait. Alors à ce moment-là, M. Martin va être réputé avoir disposé à la valeur marchande, malgré le fait qu'il a juste touché 250 000, lui, il va être réputé avoir vendu 400. Donc 400 moins 200 de coût, ça va lui donner 200 de gain en capital, donc 100 000 imposables. Et la récupération d'amortissement, bien, le 70 000 que je vous parlais tantôt. Donc là, ça va tout y arriver tout d'un coup. Alors que pour son fils, bien, lui, il a payé quoi? Il a payé 250? Bien, il y a un coût de 250. Ça veut dire quoi pour le fils le jour où il va revendre? Bien, le fils, il a payé 250. Fait que s'il revend 400, il va être imposé sur 150. Mais 150 là, vous le savez, il est imposé pour lui. Double imposition. C'est voulu. OK? Donc, des transactions à une valeur différente de la valeur marchande entre personnes liées. Si, moi, vous aimez ma présentation puis vous dites, j'ai un immeuble, je vais te le vendre à une valeur inférieure à la valeur marchande, pas de trouble. Parce qu'on n'est pas liés. Mais avec des personnes liées, il faut que ça se fasse à la valeur marchande. Ah, Ronald Reagan, tiens. Chaque contribuable est quelqu'un qui travaille au profit du gouvernement sans être astreint à passer le concours de fonctionnaire. Pas pire. Les règles d'attribution. Ça, c'est une série de règles, dans le fond, parce que cet après-midi, on en parlait. Vous savez, une personne qui gagne dans sa vie, mettons, 100 000 $ de revenus, là, va payer bien plus cher d'impôts que deux personnes qui en gagnent 50 000. Puis les deux personnes de 50 000, ils en payent plus que quatre personnes qui en gagnent 25 000. Chacun, c'est le total. Parce qu'on a des taux progressifs. Plus on gagne cher, plus le taux d'imposition augmente. Et on atteint un seuil, c'est quoi le maximum que nous autres, les Québécois et les Québécoises, on peut payer? Pas 50, 49,97. Alors, ça, c'est le taux d'imposition maximum. Mais il pogne à quelle hauteur, ce taux-là? Est-ce qu'une personne qui gagne 25 000 paye 50 % d'impôt? Bien non. Alors, pardon? Bien, il est indexé. Vous aviez raison il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je vous dirais qu'il est rendu à 136 000. Donc, à 136 000 et plus, chaque dollar de plus coûte 49,97. Donc, Piquet-Sauben, il y a un bout au-dessus de 100. Il faut que je vous parle d'un joueur de Montréal parce qu'on n'a pas à Québec. Bon, en tout cas. Alors, donc, là, il y a un bout qui est à 49,97. Mais les premiers dollars ne sont pas à 49,97. Alors, ça, c'est bien important de comprendre. Tu sais, des fois, on se dit, je ne vendrai pas mon immeuble, on va me faire manger par l'impôt. Ça va me coûter 50 % Ça dépend. Ça dépend si tu es à ce genre de taux d'imposition-là. Puis ça dépend du genre de gain aussi que tu vas faire. Sur la récupération d'amortissement, on l'ajoute à 100 % dans les revenus. Ben oui, si tu as 135 000 de revenus et tu ajoutes 100 000 de récupération d'amortissement, oui, tu vas payer 50 % d'impôt. Mais si tu fais un gain de capital, c'est quoi la partie imposable d'un gain de capital? J'ai acheté un bien 100 $, je le vends à 200. Je m'impose sur combien? 50 $. 100 fois 50 %. Ça, c'est la partie imposable. Fait que si je fais 50 % de 50 %, mon taux d'impôt, ou 49,97 de 50, ça me donne 50 % ça me donne 25 % finalement. Donc, un gain de capital au max, là, vous allez payer 25 % d'impôt, 24 points quelque chose. Okay? Donc, ça, c'est sur un gain de capital. 25 % c'est votre facture maximum. OK? Bon. Alors, ici, dans le fond, l'idée, là, quand on parle de règles d'attribution, c'est qu'on pourrait vouloir dire, bien, OK, pour profiter finalement des taux d'imposition plus bas, peut-être des personnes qui m'entourent, conjoints, conjointes ou enfants, on pourrait essayer, dans le fond, de transférer des biens. Ça se transfère bien. Tu sais, un T4, mettons, tu es salarié, là, c'est bien embêtant de prendre ton T4 et de le séparer en deux avec ta femme. Par contre, si tu as un immeuble, tu pourrais peut-être dire, bien, je peux essayer de le transférer à ma conjointe ou à mon conjoint pour que ce soit lui ou elle qui fasse les revenus pour aller chercher son taux d'impôt à lui ou à elle au lieu du mien. Alors ici, j'ai un exemple. J'ai un immeuble de 6 logements qui me rapporte des bons revenus. Puisque le transfert entre conjoints bénéficie d'un roulement, rappelez-vous, tantôt, je vous ai dit, du vivant ou au décès, si je transfère au conjoint, j'ai un roulement. Donc, je peux y transférer sans incidence fiscale. Donc, on va essayer de profiter de ça. Alors, puisque le transfert bénéficie d'un roulement, je songe à lui donner, à ma conjointe, qui n'a pas de revenus, l'immeuble. De cette façon, les revenus de location seraient imposés dans ses mains et en plus, le gain de capital futur serait imposé dans ses mains. Étant donné son taux d'impôt faible, ça me paraît intéressant. Est-ce que ce serait aussi facile que ça? Si c'était facile,
Hein, y ont pensé. Bon, alors, la loi a prévu ce genre de situation avec les règles d'attribution. Donc, selon ces règles-là, lorsque je transfère le bien à ma conjointe, pour donner l'exemple, bien, je le roule à ma conjointe. Par contre, c'est comme si je n'avais rien fait. Au point de vue fiscal, elle va être contente d'avoir un immeuble à son nom, là, mettons, mais au niveau fiscal, on n'a rien fait, on n'a rien changé. Donc, selon les règles d'attribution, tous les revenus générés par la conjointe, c'est-à-dire le revenu de loyer annuel et le gain de capital qu'elle réalisera dans le futur en vendant l'immeuble, vont me revenir à moi, en vertu des règles d'attribution. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait. Ça va cesser, ça, ces règles d'attribution-là. Je ne vous demande pas de planifier dans ce sens-là, là, soit lors du décès ou d'un divorce. Ça veut-tu dire que, dans le fond, on est ici pour se faire dire, bien, regarde, il n'y a rien à faire, puis on va quitter la salle, puis on n'aura pas de moyens de planifier ou d'idées de planification? Non. Il y en a une idée de planification. On peut jouer avec ces règles d'attribution. On peut faire en sorte de les briser, ces règles d'attribution-là. Il y a moyen, finalement, de faire le transfert dont je viens de vous parler et briser les règles d'attribution pour faire en sorte que le revenu futur dont je vous parle, le revenu de loyer puis le gain de capital, soit celui du conjoint ou de la conjointe dans le futur. Mais il faut que je brise les règles d'attribution pour faire ça. Comment je fais ça pour briser les règles? Alors, pour que les règles d'attribution ne trouvent pas application, il faut que la vente au conjoint s'effectue comme dans le cas d'une vente à un étranger. Autrement dit, je ne profite pas du roulement à ma conjointe. J'y vends comme j'aurais vendu à mon comptable. Donc, le cédant ne profite pas du roulement. Le cédant s'impose sur la plus-value passée. Donc, toute la plus-value qui s'est accumulée depuis que je possède le bien, je n'ai pas le choix, il faut que je paye mon impôt là-dessus. Puis, si, par exemple, ma conjointe acquiert le bien, elle assume l'hypothèque sur l'immeuble qui reste, par exemple, puis il y a un bout qui était clair, là, bien, j'ai un solde de prix de vente avec elle. Bien, s'il y a un solde de prix de vente, à ce moment-là, il faut que des intérêts soient payés par elle au taux égal ou supérieur au moindre du taux prescrit ou du taux commercial. La beauté de la chose, c'est qu'actuellement, le taux, vous voyez, le taux actuel, c'est de 1 %. Alors, le moindre du taux prescrit ou du taux commercial. Mettons qu'à la banque, elle aurait été chercher un taux de 5 %. Ce que la loi de l'impôt lui demande, dans le fond, actuellement, c'est un taux de 1 %. Ça veut dire que si j'ai un bien sur lequel je n'ai pas une grosse plus-value, puis si j'ai une femme sur laquelle j'ai une grande confiance, ça va ensemble. Alors là, je pourrais, dans le fond, envisager de lui céder le bien, de lui vendre, puis je n'aurais peut-être pas un gros impact fiscal, et dorénavant, les revenus seraient à elle et le gain de capital futur sera à elle. Fait que si elle a un taux d'impôt plus bas, bien, je vais aller chercher son taux d'imposition. Puis elle, dans le fond, son affaire, c'est qu'il faut que si elle me doit de l'argent, elle me paye 1 %. Fait que si l'immeuble génère 11 % de rendement, puis elle m'en doit 1 % sur le solde de prix de vente, bien, elle vient, dans le fond, je viens de lui transférer 10 % de rendement dans ses mains. Alors, au niveau fiscal, on peut aller chercher une économie d'impôt au niveau de la famille. Okay? Donc, ça, c'est une façon de briser les règles d'attribution. Bien, la règle, comme vous le voyez au tableau, c'est qu'on ne peut pas transférer la plus-value passée. Si j'ai un bien sur lequel j'ai une plus-value, je ne peux pas arriver et le transférer pour que cette plus-value-là que j'avais accumulée alors que le bien m'appartenait, je ne peux pas lui transférer. Il faut que le passé me revienne, puis le futur peut lui revenir à elle en brisant les règles d'attribution. Les affaires, c'est bien simple, c'est l'argent des autres. Okay. Je n'ai pas rien d'autre à dire. Déduction des intérêts. Ça, c'est un élément sur lequel on va se faire questionner souvent par le fisc. Est-ce que les dépenses d'intérêt qu'on réclame sont des dépenses admissibles? Est-ce que je peux vraiment les déduire contre mon revenu de loyer? Alors, ça part de loin. C'est drôle, hein? L'article de loi, dans le fond, 21C pour la dépense d'intérêt n'est pas tellement longue, là, mais si vous saviez le nombre de jurisprudences qui sont rendues jusqu'en Cour suprême du Canada pour aller faire valider tout et chacun des mots de cet article-là, c'est incroyable. Un exemple, c'est l'affaire Bronfman Trust, il y a plusieurs années de ça, en 1987, mais cette affaire-là a laissé quand même des principes généraux qui sont suivis encore aujourd'hui. Alors, la Cour suprême dans Bronfman avait déclaré que le texte de loi exige que tous les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise. Donc, les fonds que j'emprunte, il faut que je les utilise dans une fin admissible précise et qu'il incombe aux contribuables d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable, ouvrant droit à la déduction. Et l'important, c'est que le critère, c'est l'utilisation directe de l'argent emprunté. L'utilisation directe de l'argent emprunté. Ce n'est pas le bien que je donne en garantie pour mon emprunt qui est important. C'est qu'est-ce que je fais avec l'argent emprunté. Par exemple, ici, j'ai un immeuble, j'ai une résidence libre de toute hypothèque. Alors, j'emprunte
j'obtiens une hypothèque sur ma résidence personnelle pour investir dans un immeuble locatif. On l'a dit tantôt, les intérêts sont déductibles. On a un immeuble à logement qui est libre de toute hypothèque et à ce moment-là, je vais chercher une hypothèque sur mon immeuble à logement, mais pour acquérir une résidence secondaire. Donc, les intérêts à ce moment-là ne sont pas déductibles. C'est vraiment l'intérêt, pas l'intérêt, mais le chemin, l'utilisation directe de l'argent emprunté qui est important et l'utilisation à chaque année. Ça veut dire que si, par exemple, vous dites, je m'en vais me chercher un emprunt, j'achète un immeuble, j'ai un emprunt, je déduis intérêt. Un jour, je vends mon immeuble, puis je prends le produit de la vente, puis au lieu de rembourser la banque, parce qu'elle accepte, mettons, de continuer de me prêter, je prends cet argent-là, puis je m'achète le chalet de mes rêves. Est-ce que les intérêts continuent d'être déductibles? Non. Alors, il faut toujours qu'il y ait une utilisation directe et continue de l'argent emprunté. Okay? Ça, c'est à ma meilleure. Si vous ne la riez pas, là, c'est la dernière chance. Hein? OK. Merci de m'encourager. Alors, Gérard, vous la lisez au tableau, oui? Il l'a dit pour le vrai, hein? Ça, c'était avant d'aller en Russie ou quand il était rendu en Russie. Bon. Alors, heureusement, nos taux d'imposition, tantôt, je vous parlais de 49,97, puis lui, il parle là-bas de 87 d'impôt. Vous voyez comment on est choyé, dans le fond, hein? On ne s'en rend pas compte. Dans les sujets d'intérêt, alors si on va se laisser, parce que je dépasse sur mon temps, non, je suis pas mal dedans. Alors, il y a quelques éléments de réflexion ici que je vais vous soumettre pour justement des stratégies fiscales avantageuses qui reposent sur ce qu'on vient de dire, l'utilisation directe de l'argent emprunté. Alors, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, d'avoir des intérêts qui ne sont pas déductibles d'impôt un jour et de rendre ces intérêts-là déductibles un autre jour, sans faire de cachette, là, avec des transactions tout à fait légales? Y a-t-il moyen de convertir de l'intérêt non déductible en intérêt déductible? Et si vous le faites, bien, 5 000 $ d'intérêt non déductible qui devient 5 000 $ d'intérêt déductible, bien, si vous avez un taux de 40 bien, le 5 000 $ vous en coûte 3 000, vous venez de sauver 2 000 $. Alors, je fais juste l'exemple sur 5 000, mais si vous avez une facture plus élevée, bien, c'est important. Donc, ici, le premier élément qui est mentionné, c'est la restructuration des emprunts. Dans le fond, vous avez, lorsque vous disposez d'une somme d'argent, vous avez l'entière discrétion de faire ce que vous voulez avec. Par exemple, j'ai un client qui est venu me voir la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Là, il dit, je vais recevoir un héritage. Puis là, j'ai des projets. Alors, il voulait avoir, par exemple, une maison. Il voulait s'acheter un immeuble à logement, justement. Puis, il voulait mettre de l'argent dans son REER. Tu sais, là, il voulait faire pas mal d'affaires avec l'argent. Alors là, il disait, comment est-ce que je vais utiliser ça? Bien, le conseil fondamental qu'il faut lui donner, puis que je lui ai donné, c'est-à-dire, l'argent que tu as de ton héritage, là, paye tes dettes personnelles sur lesquelles tu n'as pas d'intérêt déductible. Paye ça. Surtout quand tu as une visa à 19 % bien, paye ça. Paye ton hypothèque sur ta maison. Paye tes dettes perso. Un coup, tu vas avoir créé ton équité sur ta résidence principale, par exemple. Puis là, tu veux, mettons, acheter un immeuble à logement. Tu veux, prends un emprunt sur ton bien et va l'acheter, ton immeuble. Ton intérêt va devenir déductible. Au contraire de prendre ton héritage puis acheter ton immeuble, puis après ça, avoir encore ton hypothèque sur ta maison sur laquelle tes intérêts ne sont pas déductibles. Donc, c'est juste un choix d'utiliser la liquidité pour clairer ce qui est personnel puis pour lequel les intérêts ne sont pas déductibles, qui est à emprunter par la suite pour avoir de l'intérêt déductible. Puis en passant, emprunter pour mettre dans un REER, ce n'est pas déductible, là, parce que ça procure du revenu à l'abri de l'impôt. Donc, ici, là, restructurer un emprunt, c'est un exemple bien simple, mais vous pouvez imaginer dans vos situations, qu'est-ce que vous pourriez faire avec cet exemple-là. M. Duceppe, tantôt vous avez vu M. Martin, là c'est M. Duceppe, puis vous pourriez, la prochaine c'est M. Harper. Quand j'ai écrit ça, je n'étais pas j'avais pas beaucoup d'imagination. Alors, M. Duceppe détient 2000 actions d'une compagnie qui est inscrite à la bourse, dont la JBM est égale à 100 000 $ et il est aussi propriétaire d'un condo qu'il habite et dont l'hypothèque est de 100 000 $. Donc, lui, son cash, il l'a mis dans ses actions, puis là, il y a encore une hypothèque sur son condo. Qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer son sort? Bien, M. Duceppe va disposer de ces 2000 actions, puis il va utiliser le montant pour rembourser l'emprunt sur son condo. Évidemment qu'il va falloir qu'il regarde c'est quoi les impacts d'avoir disposé de 2000 actions. Y a-t-il un gain de capital, puis tout ça? Peut-être qu'il peut avoir un impact important, peut-être que pas, mais ça peut être intéressant, si l'impact n'est pas si gros que ça, de prendre le cash ici, rembourser le banquier, puis s'il veut réemprunter pour racheter d'autres placements, bien là, il va contracter un autre emprunt et puis donner son condo en garantie et il pourra acquérir un placement similaire. Puis là, à ce moment-là, il va rendre les intérêts déductibles. L'intérêt du condo, initialement, non, tu n'as pas déductible.
là, l'intérêt du condo, oui, parce qu'il s'en est servi pour acquérir des biens qui vont lui procurer du revenu. Donc, le produit de l'emprunt étant directement utilisé à des fins admissibles, il pourra alors déduire la dépense d'intérêt. Évidemment, il y a cette règle-là ici qu'il faut avoir à l'esprit. Depuis le mois de 30 mars 2004, les frais de placement au Québec ne sont déductibles qu'à l'encontre des revenus de placement. Ça, cette règle-là, au Québec, il faut la connaître, là. Mais si vous avez des revenus de placement par ailleurs, les intérêts vont pouvoir se déduire contre ces revenus d'intérêt-là. La technique de mise en part de l'argent. Encore une fois, ça, c'est un scénario qui n'est pas quelque chose qu'on se dit là dans une salle à porte fermée puis qu'il ne faut pas que l'impôt l'entende. C'est une technique, dans le fond, qui est reconnue. Puis même, il y a des institutions financières qui proposent des plans pour arriver à mettre ça en place de façon correcte. Le but de la technique de mise à part de l'argent, c'est quoi? C'est de permettre de faire la distinction entre les fonds empruntés et les fonds provenant d'une autre source, de façon à ce que de façon à venir dire l'utilisation directe de l'argent emprunté, c'est une utilisation, mettons, admissible, qui rend les intérêts déductibles. Alors, un exemple, vous voyez, M. Harper détient 2 immeubles à logement qu'il a pu acquérir grâce à une mise de fonds importante qui provenait de ses économies personnelles. Donc, lui, il a pris son cash pour acheter ses immeubles, mais il y a aussi, par ailleurs, une dette de 100 000 sur sa résidence personnelle qu'il a acquise récemment. Alors, tantôt, dans le scénario restructuration des emprunts, on pourrait lui dire, bien, dans le fond, vends tes immeubles, puis après ça, tu réemprunteras. Mais là, peut-être que vendre des immeubles, ça entraîne trop de conséquences. Alors, il y a tout moyen, finalement, qui garde quand même ses immeubles, mais qu'on arrive à faire de quoi pour venir renverser la vapeur. Autrement dit, que les intérêts ici, là, sur sa résidence principale, dont les intérêts ne sont pas déductibles, rendent ces intérêts-là déductibles. La réponse est oui. La façon dont on fonctionnerait, c'est ceci, c'est qu'il va s'entendre avec son banquier pour ouvrir, mettons, une marge de crédit. Marge de crédit qui pourrait être garantie par un bien qu'il possède, là. Alors, avec sa banque, il dit, on va avoir une marge de crédit de 100 000 $. Et ce qu'il va faire avec cette marge de crédit-là, c'est qu'il va payer tout et il va juste payer des dépenses d'affaires avec sa marge de crédit. Alors, autrement dit, notre ami, là, il a une hypothèque de 100 000 $ puis il a une marge de crédit de 0. Là, il va dire, je prends mes revenus de loyer, le montant en brut. Chaque fois que les locataires me payent un loyer, je prends l'argent en brut puis je paye mon hypothèque sur mon condo. Alors, mon condo, il est là, mon hypothèque est là, puis ma marge de crédit est là. Alors, je prends mes revenus de loyer qui m'auraient servi à payer mes dépenses d'affaires, là, je les prends, puis je paye mon hypothèque sur mon condo. Et là, vous allez me dire, Guy, comment ça marche ton affaire? Parce que là, il faut qu'il paye son électricité, son chauffage, son comptable, même si c'est des frais modestes, on l'a dit. Il faut qu'il paye ça quand même, là. Alors, il va payer ça comment? S'il prend tout son argent de ses locataires pour payer son hypothèque sur son condo, c'est là que la marge de crédit intervient. Toutes les dépenses d'affaires qu'il va engager pour payer l'électricité, chauffage, nommez-les, bien, il va les mettre sur sa marge de crédit, pas sa carte de crédit, mais sa marge de crédit. Donc, si vous voyez bien le mouvement, là, on a une marge de crédit qui est là, puis on a une hypothèque sur laquelle l'intérêt n'est pas déductible qui est ici. Alors, au fur et à mesure qu'il paye son hypothèque, sa marge de crédit augmente. Vous voyez? On va le faire plus lentement. Non, blague à part, à la fin de la journée, bien, pas de la journée, à la fin de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, il aura réduit, dans le fond, son hypothèque avec l'argent brut des locataires, puis il aura augmenté sa marge de crédit. Est-ce qu'à la fin de l'exercice, il va être plus riche ou plus pauvre qu'avant? Pas en tout. Il va avoir le même 100 000 d'emprunt. Mais l'emprunt va y avoir servi à acquérir des biens pour fin d'affaires, par opposition à la situation initiale où il y avait un emprunt qui avait servi à acheter son condo. Donc, l'intérêt non déductible devient de l'intérêt déductible. Alors, c'est ça la technique de mise à part de l'argent. Donc, c'est quelque chose qu'on peut envisager pour arriver justement à déduire nos dépenses d'intérêt. Ça, c'est le résultat qu'on obtient. Je termine, je pense, sur cette partie-là. Expectative raisonnable de profit. Donc, on a, au cours des années, le fisc s'est servi beaucoup de cette... je comprends que mon temps est écoulé, Hans, ou... C'est bon? Okay. Au cours des années, le fisc s'est servi beaucoup de ce critère-là d'expectative raisonnable de profit qui venait d'une vieille jurisprudence, l'affaire Moldowan. Donc, dans cette cause-là, c'est comme si on avait dit, bien, pour pouvoir déduire une perte ou des dépenses, mettons, d'affaires, il faut que tu puisses démontrer que tu as une source de revenus. Tu as une espérance de faire du profit un jour. Si tu n'as pas d'espérance de faire du profit, bien, à ce moment-là, on va te couper tes pertes. Alors, comment est-ce que les gens du fisc ont interprété ça? Bien, ils l'ont interprété à toutes les sauces. Et lorsqu'ils arrivent, eux autres, avec 1 an, 2 ans, 3 ans de recul, puis ils regardent en arrière, puis ils disent, bien, tu vois bien que tu n'avais pas d'espérance de profit
Par exemple, ça, c'est des exemples vécus, là, un condo acquis à des fins locatives par un médecin. Tu sais, les médecins, quand ils achetaient des immeubles locatifs, tout ça, pour faire des placements, puis les budgets, mettons, montraient qu'ils feraient bien des profits, puis finalement, la réalité était qu'ils faisaient bien des pertes. Alors, quand tu accumulais des pertes année par année, puis là, le cotiseur passe, lui, 4 ans après, il dit, voyons, tu vois bien que tu n'as pas de chance de faire du profit. Alors, parce qu'il n'y avait pas d'expectative de profit, il attaquait la déductibilité de ces dépenses-là, de cette perte-là. Dans le cas, par exemple, d'un 3 logements dont un n'est jamais loué, je l'ai vu, ça, un monsieur de Bécomo, il a un immeuble, il demeure au rez-de-chaussée, il y a un locataire en haut, puis il y a un locataire en dessous. Il revient à Québec, puis son immeuble, la partie qu'il habitait, devient un immeuble locatif. Donc, il loue les 3. Mais les 3 parties qu'il voulait louer, il y en avait 2 qui se louaient bien, mais le sous-sol, il n'arrivait pas à le louer. Puis si vous aviez vu les photos du sous-sol, vous auriez pu comprendre pourquoi il n'était pas loué et pas louable, peut-être. Bon. En tout cas, le cotiseur, lui, il a déterminé que ce n'était pas louable. Et dans sa grande sagesse, bien là, il a dit, je vais te donner tes pertes, mettons, pour les parties d'en haut, rez-de-chaussée et le premier étage, mais à partir d'en bas, tu n'as pas d'expectative de profit. Il a jugé qu'il ne pourrait pas louer ça et il voulait couper ses pertes. Les pertes agricoles restreintes d'un gentleman farmer. Alors, vous savez, dans la catégorie des gens qui font l'agriculture, il y a moi qui achète des graines puis qui fait pousser des tomates en arrière chez nous. Je ne réclame pas le coût de mes graines à l'impôt, là. Tu sais, je ne veux pas faire du profit avec ça. Bon. Vous avez par ailleurs le vrai agriculteur que lui gagne sa vie là-dedans. Alors, entre les deux, vous avez le gentleman farmer, celui-là qui met beaucoup d'énergie puis de temps là-dedans pour essayer de faire du profit, mais il y a une job à temps plein ailleurs, puis il travaille les fins de semaine, puis les vacances, puis tu sais, il met beaucoup de temps, puis tout ça. Alors lui, on le caractérise de gentleman farmer. Alors lui, il faut qu'il vienne démontrer qu'il a une espérance de faire du profit. Alors ça, c'est correct de sortir ce critère-là pour lui. Le dernier point ici, puis je l'ai vu aussi, là, une maison de luxe qui avait été acquise par une femme d'affaires. Elle avait acheté une maison vraiment luxueuse et elle voulait trouver un locataire luxueux, tu sais, qui ne viendrait pas, en quittant, arracher le lavabo, puis bon. Alors, ça prend du temps de trouver ce bon locataire-là là, qui est prêt à payer le bon prix, tout ça. Alors, pendant ce temps-là, son immeuble n'est pas loué. Alors, tu fais quoi par rapport à l'impôt? Tu as des dépenses, tu n'as pas de revenu de loyer. Alors, cette notion d'expectative raisonnable de profit a été utilisée dans les exemples que je vous donne et ça donne cette affaire-là de révision après coup du jugement du contribuable. Maintenant, qu'est-ce qui est changé depuis ce temps? Ces arrêts-là. C'est des arrêts de l'année 2002, puis c'est des arrêts de Stewart et Waz qui sont venus dire, finalement, les critères de Moldowan, vous les avez mal interprétés. C'est-à-dire que si vous avez une affaire à caractère purement commercial, vous avez acheté un bien, il n'y a pas de côté AB dans votre affaire, il n'y a pas de côté personnel. Vous ne louez pas à vos membres de votre famille, puis vous louez moins cher, puis vous faites des pertes. Non, vous avez un immeuble, il y a 6 étrangers dans votre immeuble, il y a 12 étrangers dans votre immeuble. Si vous faites des pertes, ce n'est pas à l'impôt de venir vous couper l'herbe sous le pied. Donc, la notion d'expectative de profit, quand vous avez une affaire à caractère commercial, purement commercial, vous pourriez leur sortir je l'ai fait d'ailleurs, sortir ces arrêts-là et dire, bien écoutez, ça, c'est la Cour suprême qui est venue dire qu'on n'avait pas d'affaire à appliquer ces critères-là. Par contre, si vous avez une affaire où il y a un volet commercial, il y a un volet personnel, vous louez aux membres de votre famille puis vous faites des pertes, là, vous pouvez avoir un problème, effectivement, de réclamer vos pertes. Parce que là, si vous n'avez pas l'expectative de profit, dans ce contexte-là, ça peut poser problème. Mais dans un contexte autre, avec des étrangers, ça ne pose pas de problème. Et les Finances Canada, ils n'ont pas aimé ça, eux autres. Puis assez curieusement, vous voyez 2003 ici. Ils ont déposé, parce que les arrêts qu'on vient de voir, c'est 2002. En 2003, ils ont déposé des documents en disant, on va venir légiférer. On pensait que c'était correct de dire que l'expectative de profit s'appliquait dans la loi de l'impôt. Là, on s'aperçoit que la Cour suprême est venue nous dire que ce n'est pas codifié dans la loi. Donc, Finance a dit, nous autres, on va le codifier. Alors, ils ont proposé d'amener des mesures pour le mettre dans la loi, pour dire, pour pouvoir réduire ou réclamer une dépense ou une perte, il va falloir que tu passes les critères. Alors, on disait, en 2003, Finance avait déposé un projet de façon à prévoir qu'un contribuable ne sera considéré comme ayant réalisé une perte que s'il est raisonnable de présumer que son entreprise ou son bien donnera lieu à un bénéfice cumulatif. Alors ça, c'est le principe qui avait été établi. Mais la mesure était dessinée tellement large que là, il y a eu beaucoup de pression. Puis finalement, en 2005, ils sont revenus en disant, dans un autre budget, bon nombre d'analystes ont exprimé des préoccupations au sujet de la structure des propositions, en particulier que la codification dans les propositions d'un caractère objectif d'attente de profit risque de limiter involontairement la déduction d'un vaste éventail de dépenses commerciales ordinaires.
Alors, Finance a cherché à répondre à ces préoccupations en mettant à un point une initiative législative plus modeste qui répondra à ces préoccupations. Le ministre fera connaître l'autre proposition dès qu'il le pourra. On est en 2005, là on est en 2014, puis on ne les a pas encore. Alors, en attendant, c'est les arrêts de la jurisprudence qui font foi de tout. Fait que si vous vous faites attaquer sur la non-déductibilité, par exemple, de vos pertes de biens, bien, vous pouvez vous servir de ces dispositions-là, de ces jurisprudences-là, mais éventuellement, ils vont nous sortir une législation où est-ce qu'ils vont peut-être mieux encadrer ces aspects-là, là, et les gens qui font des pertes à répétition, bien, peut-être qu'ils auront un problème éventuellement de déduire ces pertes-là dans un contexte comme ça. Je pense que ça fait le tour sur les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Chabot. C'était particulièrement bien présenté, un sujet difficile a priori, mais que vous avez rendu accessible. Puis je pense que les meilleures citations, bien, ce sont les vôtres. Et c'est celles qu'on va retenir. Mais je vous comprends très bien de ne pas vous être cité vous-même, évidemment. Alors, c'est ainsi que prend fin cette soirée conférence. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Inspection résidentielle Excellence et bien sûr à la firme Mallette. On vous rappelle, avec l'entente que vous avez, un rabais de 15 % sur les honoraires de la firme Mallette. Voilà.